Le droit de résistance à l'oppression. Le principe de la participation de tout citoyen à l'élaboration de la loi a été établi par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article 6. La Constitution de 1958 confirme que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum, article 3. La participation des citoyens à l'élaboration de la loi est donc un principe juridique bien établi. La justice doit être égale pour tous, nul ne doit avoir de privilèges devant la loi, c'est le principe d'insomnie, et ça date depuis la nuit des temps. Les principes fondateurs de la démocratie athénienne. Le principe d'égalité devant la loi trouve son origine dans le principe d'isonomie, défini par Clisthène, qui instaura les fondements de la démocratie athénienne, au VIe siècle avant Jésus-Christ. L'isonomie ne signifie pas uniquement l'égalité devant la loi mais plus exactement l'égalité de partage. La Constitution ne devrait-elle pas être un contre-pouvoir aux abus de pouvoir, étant donné que l'état de droit se veut l'opposé de la notion d'état fondé sur l'utilisation arbitraire du pouvoir. Une vraie démocratie n'est pas seulement un état de droit égalitaire, mais un état de pouvoir populaire maximum. La souveraineté appartient au peuple et chaque citoyen en détient une part, le souverain n'est formé que des particuliers qui le composent, elle est la totalité concrète des individus. Le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Article 64 alinéa 1 de la Constitution en vigueur. Ce qui pose une interrogation, pourquoi n'est-il pas également le garant de la transparence du pouvoir législatif, donc pourquoi uniquement de l'autorité judiciaire ? Et que l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 édicte. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Le mythe de la patrie des droits de l'homme. La Déclaration des Nations Unies est appelée Déclaration universelle des droits de l'homme alors que celle de 1789 est appelée Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cependant il ne faut pas oublier que le texte français est inspiré de la première version outre-Atlantique. La première déclaration des droits de l'homme de l'époque moderne est celle de l'État de Virginie, États-Unis, écrite par George Mason et adoptée par la Convention de Virginie le 12 juin 1776 appelée en anglais le Bill of Rights américain. Elle a été largement copiée par Thomas Jefferson pour la Déclaration des droits de l'homme inclus dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis, 4 juillet 1776, par les autres colonies pour la rédaction de leur Déclaration des droits de l'homme, et par l'Assemblée française pour la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen. La Déclaration d'indépendance américaine fondait aussi la première nation décolonisée du monde, bien que l'indépendance ne fût officiellement reconnue qu'en 1783 avec le traité de Versailles. Elle influença les rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La France s'est octroyé un privilège de façon quelque peu douteuse. Cependant, la France s'est vue à de nombreuses reprises condamnée par les organisations internationales des droits de l'homme. Quoi qu'il en soit, pas besoin de s'en glorifier, quand on légalise l'esclavage moderne et la déportation des personnes handicapées, vers la Belgique, ainsi que les 80% des enfants placés, qui sont des enfants de familles en grande précarité, en grande difficulté matérielle. 80% des parents dont les enfants sont placés à l'aide sociale à l'enfance. La France sait donner des leçons, mais est incapable de balayer devant sa porte. Article 35. Moins quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Pour la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 elle sert d'office de préambule à la Constitution montagnarde de 1793, elle apparaît sur le bloc constitutionnel mais elle n'a jamais été mise en application.
La Constitution montagnarde du 24 juin 1793 présente la particularité de n'avoir jamais été appliquée. Elle succède au projet de constitution très décentralisateur préparé par la Convention girondine et qui n'avait pas été adopté. La Constitution montagnarde n'en reste pas moins inspirée de la Convention qu'elle perpétue. Le droit de résistance à l'oppression. Nous le retrouvons dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui fait partie de notre bloc constitutionnel. L'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. L'article 3 du même texte à propos de la souveraineté nationale. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. L'article 14. Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. L'article 15 va d'ailleurs plus loin sur cette exigence de rendre des comptes au peuple sur tout ce qui le concerne, notamment dans la redistribution des recettes de l'État. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Pourquoi résister à un pouvoir non démocratique est-il un devoir des citoyens? La résistance à l'oppression figure à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui dispose que, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Cette déclaration des droits, reprise en préambule à la Constitution de 1793, fait de cette résistance à un pouvoir arbitraire un devoir de chaque citoyen. À l'origine de ce texte se trouve l'idée qu'une démocratie ne peut pas vivre sans le soutien de ceux à qui elle est destinée, les citoyens. Ils doivent non seulement jouir des droits qu'un régime de liberté leur assure, mais ils doivent également être en mesure de se mobiliser afin d'empêcher un pouvoir non démocratique de s'installer. Une fois déblayé la DDLH de 1789, il convient de s'intéresser au droit positif dont voici la définition apportée par Wikipédia. Le droit positif est constitué de l'ensemble des règles juridiques en vigueur dans un État ou dans un ensemble d'États de la communauté internationale à un moment donné, quelle que soit leur source. Ainsi, la Constitution de 1793 fait partie du droit positif. Ce qui permet donc de renforcer le droit de résistance à l'oppression par la notion de devoir tel que l'exprime son célèbre article 35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. La Constitution de 1793 est cependant un texte très intéressant à étudier dans son ensemble, car jamais les Français ne produiront par la suite un texte aussi fort pour imposer à leurs dirigeants d'obéir au peuple souverain. Admirez plutôt. Article 33. La résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme. Article 34. Il y a oppression contre le corps social, lorsqu'un seul de ses membres est opprimé, il y a oppression contre chaque membre, lorsque le corps social est opprimé. La question de la souveraineté nationale a clairement été martelée dans ce texte qu'en comparaison à la DDLH de 1789 malgré l'excès de l'article 27 qui suivra les quelques exemples suivants. Article 25. La souveraineté réside dans le peuple, elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable. Article 26. Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier, mais chaque section du peuple souverain, assemblée, doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté. Article 27.
Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres. Enfin, les brillants auteurs du texte le rappellent encore une fois. Article 20. Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à l'établissement des contributions, d'en surveiller l'emploi et de s'en faire rendre compte. Toutes les constitutions républicaines qui suivront rappelleront ensuite la souveraineté du peuple français. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 qui ne sera jamais mis en application, mais qui servit de préambule à la constitution dite montagnarde du 24 juin 1793. Poursuivons maintenant avec l'actuelle constitution de la Ve République. Il convient de rappeler que ce texte est au-dessus de toutes nos lois. Article 3. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Article 4. Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ainsi, depuis le traité de Verdun qui fit naître le royaume de France en 843, et cela jusqu'à nos jours, le principe de la souveraineté a toujours été au-dessus de toutes nos lois. Or la souveraineté nationale est mal comprise aujourd'hui, du fait qu'elle est qualifiée de repli sur soi par la plutocratie politico-médiatique faisant propagande contre cette liberté. Alors donnons-lui une autre définition reconnue dans la charte de l'ONU ratifiée par la France en 1966, qui contient entre autres textes le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et le tout premier alinéa du tout premier article de ce texte traite expressément de la souveraineté des peuples sur leurs affaires. Article 1. 1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Pour ceux qui ont réalisé le fait que nos impôts servent en grande partie à payer l'usure bancaire et donc nous condamnent indirectement à une forme de servitude qui ne dit pas son nom, voici un autre extrait du même texte qui interdit l'esclavage sous toutes ses formes. Article 8. 1. Nul ne sera tenu en esclavage, l'esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits. 2. Nul ne sera tenu en servitude. Et pour ceux qui ont aussi compris à quelle propagande belliciste nous sommes soumis pour justifier les récentes guerres en Afghanistan, en Irak, en Côte d'Ivoire, en Libye, et celles programmées en Syrie et en Iran, voici ce que dit la charte de l'ONU à ce sujet. Article 20. 1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi. 2. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi. La guerre est interdite. La Charte des Nations Unies le dit clairement, il est illégal de menacer de recourir, ou de recourir, à la force contre d'autres États. Depuis 1945. Comme en droit civil, le droit de légitime défense est défini comme une exception au principe de non-recours à la force. Son exercice doit être proportionné à l'agression subie et la riposte doit être immédiate. Dans l'article 1 de la résolution 3314 du 14 décembre 1974, les Nations Unies précisent les circonstances nécessaires, l'agression et l'emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies, ainsi qu'il ressort de la présente définition. Pour achever l'étude du droit de résistance à l'oppression dans le droit naturel, positif ou international. Enfin reste la loi. La légitime défense introduit ce principe de résistance à l'oppression, mais à titre individuel dans le droit français. Cependant, deux autres textes sont intéressants à explorer. Soit l'état de nécessité que l'on retrouve dans le Code pénal. Article 122-7.
N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Yves Maillot, professeur de droit à travers son livre Les grands articles du Code pénal publié chez Dalloz, vous permettra d'en comprendre le fondement et l'intérêt. Et surtout la gêne qu'il peut occasionner au gouvernement, ainsi que l'autre article de loi qui va suivre un peu plus loin. En effet, l'auteur explique que dans l'état de nécessité, la provocation à l'infraction ne vient pas d'un agresseur personnalisé, mais de circonstances ou d'un contexte défavorable, qui soumettent ceux qui y sont confrontés à un choix très cornélien, soit en subir injustement le poids, et souffrir de ce fait d'une atteinte irréparable, soit, au contraire, leur opposer une résistance, y compris par la commission d'un crime ou d'un délit, et échapper de la sorte à leurs méfaits. Le même auteur décrit dans le même livre, que je vous conseille d'acquérir vu son coût modique de 3 €, que l'article 122-4 du Code pénal sur l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime peut réellement placer en délicatesse un gouvernement qui viole les droits des Français. Voici l'article en question. Article 122-4. N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.